Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vidéo sur un nouveau chapitre de chimie qui concerne la chimie des solutions aqueuses. Donc chimie de tout ce qui va concerner les réactions au sein du solvant eau. Solution aqueuse, on voit bien d'où vient le terme. Et on va commencer par une première classe de réactions, les réactions d'oxydoréduction. Alors, au cours de cette partie du programme de l'année, nous allons traiter de trois grandes classes de réactions: les réactions d'oxydoréduction, les réactions acido-basiques et les réactions de précipitation. Donc les réactions d'oxydoréduction sont celles qui donnent lieu à des échanges d'électrons entre espèces chimiques. Les réactions acido-basiques qui donnent lieu à des échanges de protons entre les espèces chimiques. Les réactions de précipitation qui donnent lieu à la formation, ou à la destruction inverse, si on parle de dissolution, de solides. Et donc chaque classe de réaction va avoir quelques spécificités qu'on va se proposer d'étudier. Donc première classe de réaction que l'on va étudier ici, les réactions d'oxydoréduction. Vous en avez déjà un petit peu entendu parler au lycée, et vous avez vu notamment comment équilibrer des demi-équations redox en faisant intervenir des électrons H+, H2O, etc. On va reprendre tout ceci à zéro ou presque, et on va commencer par définir ce qui caractérise la quantité d'électrons qui peuvent être délivrés ou captés par un élément, ce qu'on appelle le nombre d'oxydation d'un élément. Alors, le nombre d'oxydation, ce sera un nombre entier algébrique sans dimension, écrit en chiffres romains. Pour une espèce monoatomique, le nombre d'oxydation, ce sera directement la charge de cette espèce. Pour un élément au sein d'une espèce polyatomique, le nombre d'oxydation sera la charge de l'ion fictif créé en cassant les liaisons. Donc ici, comment est-ce qu'on casse les liaisons covalentes? Si on a deux atomes identiques, on a un électron par atome, une rupture qu'on va appeler homolytique. Entre deux atomes différents, les deux électrons vont à l'atome le plus électronégatif. Alors on va, pour l'exemple, déterminer quelques nombres d'oxydation. Donc au départ des cas simples, espèce monoatomique, le nombre d'oxydation de l'hélium vaut 0. Seul cas de chiffre non romain. Le nombre d'oxydation du sodium dans Na+, vaut plus 1. Le nombre d'oxydation du fer dans Fe2+, vaut plus 2. Du fer dans Fe3+, vaut plus 3. Du chlore dans Cl- vaut moins 1. Maintenant, on va s'intéresser à des espèces un petit peu plus complexes. Des espèces moléculaires. Donc ici, on va prendre la molécule la plus simple, une molécule simple, H2O. Donc H relié à deux oxygènes. On va rappeler une chose, on va rappeler le schéma de Lewis de H en tant qu'atome et de O en tant qu'atome. Donc on rappelle l'établissement de ces structures qui se fait à l'aide des configurations électroniques, 1s2, 2s2, etc. Donc à l'aide des règles de Pauli, Hund et Kleczkowski. Alors ici, on a dit que si on avait deux atomes différents, les deux électrons allaient à l'atome le plus électronégatif. Donc, de chaque côté, les électrons des liaisons covalentes entre H et O vont basculer sur l'oxygène. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir O environné de 4 doublets d'électrons. Donc la charge de l'ion monoatomique formé sera 2-, ce qui signifie que le nombre d'oxydation de l'oxygène dans l'eau est de -2. Pour ce qui est de l'hydrogène aura perdu son seul électron. Donc ici, on aura l'hydrogène avec une case quantique vide à côté, ce qui signifie qu'on aura formé H+. Le nombre d'oxydation de H ici sera donc de plus 1. On remarque au passage que -2 plus 2 fois plus 1 nous donne 0. Donc la somme des nombres d'oxydation vaut le nombre de charges dans l'entité. On va faire de même avec HO-. Dans HO-, eh bien, on voit que O est déjà porteur d'une charge moins, et si l'on casse la seule liaison covalente présente, le doublet liant présent entre H et O bascule totalement sur O. On reforme encore donc O2-, et on reforme encore H+. Si on reforme encore O2- et H+, les nombres d'oxydation de O et de H seront encore respectivement de -2 et +1.
la somme des deux nombres d'oxydation donne moins 1, ce qui correspond au fait que HO- porte une charge négative. H3O+, même logique. On représente la molécule. On constate ici que si l'on fait basculer 1, 2, 3 doublets sur O+, on finit par former O2-. Donc on a encore un nombre d'oxydation de l'oxygène de -2 et un nombre d'oxydation pour H de +1. -2 plus 3 fois +1, on obtient +1 ce coup-ci, ce qui correspond bien à la charge globale de H3O+, plus une fois la charge électrique élémentaire. Dans C2H5OH, alors ici on va avoir donc une molécule d'éthanol, comme ceci. Donc H est un petit peu moins électronégatif que C de peu, mais un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Au niveau des mouvements de doublets, on va avoir tous les doublets reliant H et C qui vont basculer sur le carbone, une rupture à moitié-moitié entre les deux carbones, et l'oxygène qui attire à lui tous les doublets des voisins. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de ceci? H, H, tous les hydrogènes vont être au nombre d'oxydation +1. L'oxygène sera au nombre d'oxydation -2. Les carbones, eh bien, le nombre d'oxydation va dépendre de la position. Le carbone, qui est ici, que je vais repérer en vert, on va finir par obtenir un carbone qui présente 1, 2, 3 doublets, un électron célibataire. On compare ceci à la structure de Lewis du carbone, 4 électrons. On voit donc que ce carbone-là aura gagné 3 électrons. C'est comme si on formait C3-. Donc le nombre d'oxydation de ce carbone sera ici de -3. Le dernier carbone, repéré ici, va lui avoir l'allure suivante. Il récupère un électron depuis la gauche, 2 doublets depuis le dessus et le dessous, et se fait voler son électron par l'oxygène auquel il est relié. Donc ici on va constater qu'on a un environnement à 5 électrons au lieu de 4 pour le carbone neutre. Donc on aurait une seule charge moins ici. Le nombre d'oxydation du carbone est de -1. Si on fait la somme de tous les nombres d'oxydation, 6 fois +1, plus -2, plus -3, plus -1, nous fait bien 0. La somme des nombres d'oxydation est nulle, tout comme la charge de la molécule présente ici. On remarque que le nombre d'oxydation de O et H prend toujours sensiblement la même valeur. Le nombre d'oxydation de H étant un élément très peu électronégatif, vaut très souvent +1, sauf dans quelques cas. Alors on peut citer, alors ça n'est pas exhaustif, mais les cas les plus courants que vous pouvez croiser. Le cas où le nombre d'oxydation de H est calculé dans H2, dans le dihydrogène. Dans H2, vous voyez bien ce qui va se passer. La rupture de la liaison va être homolytique, c'est-à-dire qu'on va avoir un électron qui bascule de chaque côté. À ce moment-là, on reforme l'hydrogène monoatomique, et le nombre d'oxydation de H vaut 0. L'autre cas où le nombre d'oxydation de H vaut
ne vaut pas plus 1, c'est le cas où on s'intéresse à ce qu'on appelle des hydrures métalliques. Alors, des hydrures métalliques, ça signifie que H est relié à un métal qui est moins électronégatif que H. Alors, les métaux moins électronégatifs que H seront souvent des métaux de la famille des alcalins. Donc on peut citer par exemple NaH, l'hydrure de sodium. S'il y a rupture de la liaison ici, le doublet bascule complètement sur H, qui est plus électronégatif que Na. Donc ce basculement complet du doublet fait que l'on forme H porteur d'un doublet d'électrons, donc l'ion H-. Le nombre d'oxydation de H dans ce cas vaut -1. Le nombre d'oxydation de l'oxygène vaudra lui très souvent -2. Alors tant que l'oxygène est relié à des éléments moins électronégatifs que lui, ce sera le cas. Alors il y a peut-être les liaisons avec le fluor qui vont poser problème, ce ne sera pas les liaisons que vous allez croiser le plus couramment. Sinon, on peut citer quelques exemples classiques. On peut citer le cas du dioxygène. Alors, s'il y a liaison oxygène-oxygène, la liaison du haut va se scinder en 2 électrons qui basculent chacun d'un côté. Même chose pour la liaison du bas, basculement d'un électron de chaque côté. Donc au final, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un atome d'oxygène avec 2 doublets non liants et 2 électrons célibataires, soit l'atome d'oxygène originel, on peut dire. Donc le nombre d'oxydation de l'oxygène ici vaudra 0. Autre cas où on a une exception, tout ce qui va être peroxyde d'hydrogène. Alors peroxyde d'hydrogène, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va avoir l'oxygène qui est relié à un autre oxygène, et de chaque côté des oxygènes, de part et d'autre de la molécule, on va avoir ici R, un groupe qui correspond en général à une chaîne carbonée. Ou éventuellement un hydrogène tout seul, si on prend le peroxyde d'hydrogène classique, l'oxygène. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va observer, c'est que les doublets qui relient l'oxygène aux chaînes carbonées vont basculer sur l'oxygène, tandis que le doublet entre les oxygènes va se scinder en 2 électrons célibataires. On va donc obtenir au final O porteur de 3 doublets et d'un électron célibataire, donc O porteur d'une charge négative. Si bien qu'à ce moment-là, le nombre d'oxydation de l'oxygène vaudra -1. Alors, un lien que l'on peut faire entre la charge et le nombre d'oxydation, eh bien c'est une propriété qu'on a déjà remarqué précédemment. Le nombre d'oxydation totale vaut la charge de l'espèce que l'on étudie. Avec la charge de l'espèce, le nombre de charges électriques élémentaires associées à l'espèce. Alors on fait attention à une chose ici, quand on parle de nombre de charges, donc ça n'est pas exprimé en coulombs. Contrairement à tous les résultats que l'on peut croiser en physique, quand on pense notamment à une pulsation de cyclotron, ce genre de choses, où là les charges sont effectivement exprimées en coulombs. Et donc ici on va déterminer donc, le nombre d'oxydation de Cl et O dans ClO-, et on va traiter différents exemples pour illustrer la propriété précédente. Alors, ClO-, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'on va avoir la configuration suivante. Cl, 3 doublets, O, 3 doublets, une charge moins. Le doublet reliant Cl et O basculerait, par rupture de la liaison, totalement sur O. Donc on finirait par former Cl+, Cl entouré de 3 doublets et d'une lacune électronique, et O entouré de 4 doublets, porteurs de la charge 2-. Donc on finirait par avoir un nombre d'oxydation de Cl à +1,
un nombre d'oxydation de O à moins 2. Donc au final, on va avoir ici le nombre d'oxydation de Cl plus le nombre d'oxydation de O qui vaut moins 1, le nombre de charges électriques élémentaires portées par l'espèce ClO-. On va traiter quelques exemples supplémentaires. MnO4-. Alors ici pour MnO4-, une chose qui peut être utile, c'est de se rappeler du numéro atomique de Mn. On sait que le numéro atomique de Mn vaut 25. Donc la configuration que l'on va obtenir, ce sera l'argon pour 18 électrons, puis on va rajouter 3d5 et 4s2 sur cet argon. 18 et 7 font bien 25. Donc on a ici la structure de Lewis du manganèse avec un doublet et 5 électrons célibataires. Donc on a un élément ici du bloc D, donc un élément dit de transition. Alors, si on veut déterminer le nombre d'oxydation de Mn, on part du principe que l'on sait que le nombre d'oxydation de O vaut moins 2. On part du principe que le nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois le nombre d'oxydation de O vaut la charge totale, donc moins 1. Grâce à ces deux informations, on en déduit que le nombre d'oxydation de Mn vaut moins 1, moins 4 fois le nombre d'oxydation de O, donc moins 1 plus 8, plus 7. On a un nombre d'oxydation du manganèse de plus 7 dans cette entité. Alors, ceci peut être mis en évidence par l'écriture de la formule de l'espèce chimique. Donc ici, MnO4-, on va avoir Mn relié à 4 oxygènes, dont un des oxygènes qui porte une charge négative. Donc si on casse de manière à attribuer les électrons, si on casse toutes les liaisons covalentes de manière à attribuer les électrons à l'espèce la plus électronégative, on va constater que les oxygènes entourant Mn vont voler tous les électrons qui servent à créer les liaisons. Donc Mn va se retrouver, j'ai oublié le N au-dessus, Mn va se retrouver avec une perte sèche de 7 électrons dans son environnement. Donc c'est comme si on formait l'ion Mn7+. D'où le fait que le nombre d'oxydation du manganèse ici soit de plus 7. Si on applique la même logique à S4O6-. Alors, ici, S4O6-, on sait que le numéro atomique du soufre, donc le soufre, on le rappelle, c'est le voisin du dessous de l'oxygène dans la classification périodique, donc famille des chalcogènes. Donc le numéro atomique du soufre vaut 16. Alors 16, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le néon pour 10 électrons. Puis, on va avoir 3s2, 3p4. 3s2, 3p4, donc le soufre va présenter 2 doublets non-liants et 2 électrons célibataires. Partant du principe que le nombre d'oxydation de O vaut moins 2. Et que la somme des nombres d'oxydation, donc 4 fois le nombre d'oxydation de S plus 6 fois le nombre d'oxydation de O égale moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver que
moins 2, moins 6 fois moins 2, enfin moins 6 fois, c'est ça, plus 6 fois 2, donc 5 fois 2, vaudra 4 fois le nombre d'oxydation de S. Donc 4 fois le nombre d'oxydation de S vaudra plus 10. Problème, cela signifierait que le nombre d'oxydation de S vaut plus 2,5. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce résultat, qui semble au premier abord problématique? Eh bien, en écrivant la structure de la molécule, on va se rendre compte que tous les soufres n'ont pas le même statut. Et que le nombre d'oxydation déterminé ici est en réalité un nombre d'oxydation moyen. Alors, on va écrire la formule de l'entité S4O6 2-. Alors, S4O6 2- fait apparaître deux soufres centraux qui font la jonction entre deux soufres latéraux. Et les soufres latéraux sont sièges d'un dépassement de l'octet et sont reliés chacun à 3 oxygènes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais représenter en rouge tous les basculements de doublets complets et en orange les ruptures avec séparation à moitié-moitié, on va dire, des électrons. Donc ici, O est plus électronégatif que S, donc les oxygènes volent tous les doublets les reliant au soufre. On voit ici que le nombre d'oxydation de O qui vaut moins 2 est valable pour tous les oxygènes de la molécule. Je représente ensuite les ruptures homolytiques. Donc, rupture avec un électron qui part de chaque côté de la liaison. Qu'est-ce que je vais constater? Eh bien, je vais constater que les soufres centraux ici ne vont pas avoir le même comportement que les soufres latéraux. Alors, pour ce qui est des soufres centraux, eh bien, je vois que je vais obtenir le soufre qui perd tous ses électrons environnants, sauf un. Donc un soufre avec un électron célibataire et 3 lacunes. Par rapport à l'environnement à 6 électrons, je vais avoir un nombre d'oxydation du soufre de plus 5 ici. Les soufres que j'ai représentés en jaune vont, eux, récupérer leur environnement électronique original. 2 doublets, 2 électrons célibataires. Donc un nombre d'oxydation du soufre de 0. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Si on fait la moyenne avec 2 soufres à nombre d'oxydation plus 5 et 2 soufres à nombre d'oxydation 0, on obtient bien un nombre d'oxydation moyen pour le soufre de plus 2,5. Le résultat obtenu précédemment était logique. Il reflétait simplement le fait que le soufre se trouve sous 2 nombres d'oxydation différents dans l'espèce que l'on a représentée ici. Dans CR2O7 2-, donc ici on va avoir l'élément chrome qui est présent. Alors l'élément chrome a un nombre d'oxydation, un numéro atomique de 24. Donc 24, vous voyez, c'est le voisin du manganèse. Donc la configuration électronique sera sous la forme de argon 18, 3D4, 4S2. Plutôt dans l'ordre 4S2, 3D4. Alors on se rappelle ici qu'avec une exception à la règle de Kleczkowski, on aurait peut-être éventuellement du 4S1, 3D5.
Donc, pour remplir les sous-couches avec le maximum de spin parallèles, sachant que les sous-couches 4S et 3D sont très proches énergétiquement. Donc le chrome, grosso modo, eh bien, il va présenter un environnement électronique avec 6 électrons célibataires en schéma de Lewis. Si on sait que le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2, et si l'on sait que 2 fois le nombre d'oxydation du chrome plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut la charge totale de la molécule, soit moins 2, eh bien on va trouver ici que 7 fois le nombre d'oxydation de O fois moins 1, donc moins 2, donc ici on va avoir 14 moins 2, 12. 12 qui vaudra 2 fois le nombre d'oxydation du chrome. Donc le nombre d'oxydation du chrome vaudra ici 6. Alors, ici, donc si on représente cette espèce, on va voir qu'on explique assez aisément ce résultat. En effet, on a 2 oxygènes latéraux, un chrome, un oxygène central, un autre chrome, 2 oxygènes, et encore un oxygène latéral. Donc si on casse ici toutes les liaisons, on voit bien que le chrome se fait voler tous ses électrons, soit 6 électrons. Donc de manière très logique, le chrome va avoir le nombre d'oxydation plus 6. Alors, maintenant que l'on a vu ceci, on va essayer de définir des notions qui vont permettre d'orienter les échanges d'électrons, les notions de réducteur, d'oxydant, d'oxydation, de réduction, et on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle les demi-équations électroniques. Alors, première chose qu'il faut savoir, un réducteur, ce sera une espèce susceptible de céder des électrons. Red cède, vous faites une petite rime, ça peut vous aider. Un oxydant est une espèce susceptible de capter des électrons. Et donc, on va avoir 2 classes de réactions possibles, des oxydations si le nombre d'oxydations d'un élément augmente au cours d'une réaction chimique, une réduction si le nombre d'oxydation d'un élément diminue au cours d'une réaction chimique. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir tenter d'écrire des équations de réaction chimique en partant de demi-équations électroniques qui font apparaître des échanges de la particule qui va nous intéresser ici, associée à la charge électrique élémentaire. Ce sera l'électron. Donc on va écrire que l'oxydant plus un certain nombre d'électrons nous donne le réducteur pour les demi-équations électroniques. L'équilibrage en termes de nombre d'éléments et de charge va se faire avec H+ et H2O en milieu acide, HO- et H2O en milieu basique. Et donc on va avoir le nombre d'électrons échangés au cours de cette demi-équation électronique là, qui vaudra le nombre d'oxydation de l'oxydant moins le nombre d'oxydation du réducteur, éventuellement multiplié par le nombre de fois que l'élément est présent dans la demi-équation. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'équilibrage de demi-équations redox. Alors, ici, vous avez 2 grandes méthodes qui sont décrites dans le poly, je vais me contenter de les rappeler à l'oral. Donc, première chose qu'il faut toujours faire, déterminer l'élément dont on voit le nombre d'oxydation varier, et équilibrer cet élément. Donc ici, en gros, équilibrer les éléments autres que O et H. Après, dans la méthode 1, on commence par rajouter des électrons du côté de l'oxydant, de telle sorte que le nombre d'électrons soit égal à la différence de nombre d'oxydation entre le nombre d'oxydation de l'oxydant et celui du réducteur. Puis on équilibre les charges avec H+ en milieu acide ou HO- en milieu basique, puis H et O en mettant en jeu H2O. Bon, cette méthode-là peut être aussi vue comme une méthode de vérification dans le cadre de la seconde méthode.
Alors la seconde méthode marche mieux en milieu acide, donc ensuite on rééquilibre avec HO- et H2O pour écrire en milieu basique. Deuxième méthode, on équilibre les éléments autres que O et H, on équilibre O avec H2O, on équilibre H avec H+, puis on termine sur l'équilibrage des charges avec E-. Et à la fin, si on a besoin de passer en milieu basique, on équilibre les H+, et HO- avec H2O. C'est-à-dire qu'en gros, en milieu basique, on fait disparaître H+ de l'équation. L'avantage de la seconde méthode, c'est qu'à ce moment-là, le nombre d'électrons échangés peut être vérifié à la fin de l'écriture en disant que le nombre d'électrons échangés doit être la différence de nombre d'oxydation entre l'élément qui nous intéresse dans l'oxydant et l'élément qui nous intéresse dans le réducteur. Donc ici, on a un moyen de vérifier la demi-équation écrite si on utilise la méthode numéro 2. Donc on va tester sur différents exemples ces équilibrages d'équations redox, de demi-équations redox plus exactement. Au départ sur des cas simples, puis on complexifiera un petit peu ensuite. Donc au départ, Fe3 plus Fe, vous voyez l'idée, donc ici Fe3 plus va donner Fe, solide, à condition de capter 3 électrons. Donc ici, Fe3+ va constituer l'oxydant, espèce susceptible de capter des électrons. Fe sera le réducteur, espèce susceptible de céder des électrons. Et vous voyez bien que Fe reforme Fe3+ en libérant 3 électrons. Cl2, Cl-. Donc Cl2, Cl-. Ici, on commence par équilibrer le chlore. 2 éléments chlore de chaque côté de la demi-équation. Donc la présence des 2 éléments chlore nous oblige à équilibrer avec 2 électrons les charges. Donc ici, on va avoir oxydant plus un certain nombre d'électrons donne réducteur. Et si on regarde les nombres d'oxydation, alors je ne l'avais pas fait dans le cas d'avant, parce que c'était relativement simple, Fe3 plus 3, Fe solide 0, 3 électrons échangés, logique. Ici, Cl2, nombre d'oxydation de Cl, 0, 2Cl-, moins 1, avec un facteur 2 devant. Donc on a besoin d'échanger 2 électrons, logique. H2O, H2. Alors là, ce sera un petit peu subtil. Alors, on positionne H2O d'un côté. Alors, on sait que H dans H2O a le nombre d'oxydation plus 1. H dans H2 a le nombre d'oxydation 0. Donc là, pour l'instant, l'élément H est équilibré. Problème, l'oxygène n'est pas équilibré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je pourrais rajouter, si je pars sur la méthode 1, 2 électrons de ce côté-là. 2 électrons pour que les 2 hydrogènes passent du nombre d'oxydation plus 1 au nombre d'oxydation 0. Si je rajoute 2 électrons ici, je vais rajouter 2 H+ ici, pour assurer l'équilibre des charges. 2 H+, 2 E-, H2O, il va falloir que de l'autre côté, je rajoute aussi H2O. Et là, vous voyez une chose assez étonnante. Ici, c'est comme si je simplifiais H2O, qui est présent des deux côtés de la demi-équation. Donc, en réalité, le couple H2O, H2, ce sera le couple H+, H2. Donc là, retenez vraiment ceci, c'est très important. Un des couples de l'eau est écrit en ne faisant pas apparaître la molécule d'eau directement. Ce qu'on fait apparaître, c'est l'ion H+, qui correspond à l'eau qui a capté un proton. Et donc ici, l'ion H+, en solution aqueuse est bien un nombre d'oxydation plus 1. Donc 2 fois le nombre d'oxydation plus 1 pour H+, on ajoute 2 électrons, on obtient le nombre d'oxydation 0 pour H2. Alors, O2, H2O. Donc ici, dans O2,
on voit que le nombre d'oxydation de l'oxygène est à 0. Dans H2O, on voit que le nombre d'oxydation de l'oxygène est à -2. Alors, pour équilibrer l'élément oxygène, déjà, on a besoin de rajouter un facteur 2 devant H2O. Logique. Ensuite, si on veut passer 2 oxygènes du nombre d'oxydation 0 au nombre d'oxydation -2, on a besoin de rajouter 4 électrons. Et si l'on veut équilibrer les éléments H et les charges, on a besoin de 4H+. Donc ici, O2 plus 4H+, plus 4 électrons donne 2H2O. On aura ici le second couple de l'eau. Donc le couple O2H2O. Alors, MnO4- Mn2+, là on va commencer à rentrer dans les cas un petit peu plus techniques. Et je vais vous présenter ceci avec la, entre guillemets, deuxième méthode. Alors, hop, on place MnO4- d'un côté, Mn2+ de l'autre. Alors, ici on voit que l'élément manganèse est déjà équilibré. Ensuite, on équilibre O avec H2O. 4H2O, parce que j'ai 4 oxygènes ici. 4 fois H2, j'ai 8H+ de l'autre côté. J'ai 2 charges plus ici. 8 charges plus et une charge moins ici, donc 7 charges plus. Il me manque donc 5 électrons pour équilibrer les charges. Si je regarde les nombres d'oxydation, Mn2+, on va avoir le manganèse au nombre d'oxydation plus 2. Dans MnO4-, je vais avoir -1 qui vaudra -8 plus le nombre d'oxydation de Mn. Donc Mn qui sera au nombre d'oxydation plus 7. Pour aller de plus 7 à plus 2 pour un seul élément manganèse, j'ai bien un nombre d'électrons échangés qui vaut 5. Donc là, je détaille le calcul pour le nombre d'oxydation du manganèse ici. Je vais avoir nombre d'oxydation de Mn plus 4 fois nombre d'oxydation de O qui vaut -1. Donc finalement, avec le nombre d'oxydation de O qui vaut -2, j'obtiens bien un nombre d'oxydation de Mn qui vaut plus 7. Cr2O7-, Cr3+, en milieu basique. Alors, ici je vais vous présenter une méthode où on commence par équilibrer en milieu acide, puis on passe en milieu basique. Alors, Cr2O7-, Cr3+. J'aurais dû laisser un petit peu plus de place devant. Hop, vous allez voir pourquoi. Alors, je sais déjà une chose. Je sais que je dois équilibrer les chromes en mettant un facteur 2. 2 chromes à droite, 2 chromes à gauche. Ensuite, je dois rajouter 7 molécules d'eau. En effet, 7 H2O ici vont équilibrer les 7 oxygènes qui sont présents ici. Ensuite, j'ai 6 charges plus à droite. J'ai 2 charges moins à gauche. Donc je vais avoir besoin, pour passer de 2 charges moins à 6 charges plus, eh bien d'équilibrer déjà les hydrogènes. Alors 7 fois 2, 14. 14 H+. Non, j'avais oublié ça. Donc maintenant, 14 plus 2 moins, ça fait 12. J'ai 6 ici. Je vais donc avoir besoin de 6 électrons pour équilibrer les charges. Alors, je vérifie les nombres d'oxydation. Cr3+, j'ai le chrome au nombre d'oxydation plus 3. Cr2O7-, je vais avoir
Alors ici je vais prendre le temps de détailler. Hop, hop. Nombre d'oxydation de Cr fois 2 plus 7 fois moins 2 pour les oxygènes égale moins 2. Donc je passe de l'autre côté, 14 moins 2, 12, je vais avoir plus 6 pour un seul chrome. De plus 6 à plus 3 pour 2 chromes, je vais avoir besoin d'échanger 6 électrons, 2 fois 3. Donc ici c'est cohérent. Alors, pour l'instant, la demi-équation ici est écrite en milieu acide. Si je veux passer en milieu basique, il faut que je fasse disparaître H+. Alors comment est-ce que je vais faire disparaître H+ ici? Eh bien je vais combiner H+ avec H-. 14H+ plus 14H- me donne 14H2O. Alors, les 14H+, je vais les passer de l'autre côté de l'égalité. Donc c'est comme si je combinais linéairement la première équation en milieu acide avec la deuxième que je multiplie par moins 1. À ce moment-là, je vais obtenir Cr2O7 plus les 14H+ des deux côtés vont se simplifier. Il va venir 14H2O ici, plus 6 électrons, ça ne bouge pas, qui va donner de l'autre côté 2Cr3+, ça ne bouge pas non plus, plus 7H2O, plus 14H-. Donc ici, je peux simplifier les molécules d'eau présentes. J'ai 7H2O d'un côté, 14H2O de l'autre. Donc ce que je peux faire, très simplement, eh bien je peux barrer le 7H2O ici, barrer le 14 ici et le remplacer par un 7. Donc là, j'ai encore équilibré l'équation, mais ce coup-ci en milieu basique. Donc là, vous voyez, on a finalement une méthode, entre guillemets, rouleau compresseur, qui va nous permettre d'écrire les demi-équations redox en milieu acide ou en milieu basique. Alors, l'autre méthode qui met en jeu le nombre de charges, donc, si on la reprend dans le détail, pour l'écriture de Cr2O7-, Cr3+, en milieu basique, elle consisterait donc à équilibrer d'abord le chrome, donc Cr2O7-, 2Cr3+, ça bouge pas. Ensuite, à ajouter les électrons, donc 6 électrons du côté de Cr2O7-, équilibrer les charges avec H-, donc sachant qu'on a 2 Cr3+, et que de l'autre côté on a, vous voyez, 1, 2 et 6, 8-, on passe de 6+ d'un côté à 8- de l'autre, donc il nous faut 14 H- pour équilibrer. Ensuite, 14 H- va aller s'équilibrer avec 7 H2O de ce côté-là. Donc vous voyez finalement la méthode d'équilibrage utilisant l'équilibrage des charges vous permettrait d'aller peut-être un petit peu plus vite, mais vous êtes entre guillemets sans filet dans la mesure où une erreur sur le nombre d'électrons échangés eh bien, vous apporte instantanément une erreur sur l'écriture de la demi-équation. L'autre méthode, un petit peu plus pédestre entre guillemets, vous permet d'avoir un moyen de vérifier la demi-équation écrite en déterminant à la fin les nombres d'oxydation et en vérifiant la cohérence des nombres d'oxydation avec le nombre d'électrons échangés. Donc, testez les deux méthodes. Vous voyez celle
qui vous semble la plus adaptée et celle avec laquelle votre taux de réussite est le meilleur, c'est-à-dire 100%. Il ne faut jamais se tromper sur ce type de questions. Alors, pour poursuivre ce cours sur l'oxydoréduction, il y a quelques oxydants et réducteurs à connaître impérativement, c'est-à-dire que quand vous les voyez dans les textes de concours, il faut absolument savoir de quoi parle le sujet. Donc ce paragraphe, c'est en quelque sorte, il pourrait être intitulé un petit peu de culture générale chimique. Vous allez avoir notamment l'ion permanganate. Alors l'ion permanganate, alors que vous croisez souvent dans le permanganate de potassium KMnO4, eh bien, l'ion permanganate lui-même, c'est MnO4-. Donc MnO4-, on l'a déjà croisé préalablement. On sait que c'est Mn relié à 4 oxygènes en dépassant l'octet. Il est suffisamment bas dans la classification pour se le permettre. Et un des oxygènes porte une charge négative. L'ion dichromate, croisé aussi préalablement. Alors cet ion-là, c'est un des ions que vous allez croiser dans les éthylotests. Et à un moment, dans les éthylotests, on va avoir eh bien, un virage du jaune au vert sous l'effet de l'alcool. Eh bien, l'ion dichromate, c'est une des espèces du couple redox qui apparaît dans les petits tubes contenant les cristaux que vous avez au sein des éthylotests. Alors, ici, donc, Cr2O7-. Donc souvent, vous allez avoir du dichromate de potassium, K2Cr2O7, qui va libérer Cr2O7-. Donc Cr2O7-, ici, donc on va avoir un chrome relié à un oxygène entre guillemets central, double liaison O de chaque côté, hop, comme ceci, et un O- en bout de chaîne de chaque côté. Hop. Sachant que par mésomérie, ensuite, la charge moins peut bouger sur les 3 oxygènes du chrome de gauche, cette charge moins-là, et cette charge moins de droite peut bouger sur les 3 oxygènes du chrome de droite. Donc ce qui stabilise un petit peu l'ion formé ici. Autre molécule à connaître impérativement, peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée, donc H2O2. Donc là c'est relativement simple à représenter. H, O, O, H. Alors vous voyez pourquoi ça a une importance. On voit ici que l'oxygène, pour une fois, est au nombre d'oxydation non pas -2, mais -1. Et donc ce fait qu'il soit au nombre d'oxydation -1 va lui donner des propriétés oxydantes. Alors, le dichlore, bon, le dichlore, je ne vous fais pas l'insulte d'écrire sa formule, hein, Cl2. Donc celle-là, vous la connaissez. L'ion hypochlorite, Cl-. Donc un des constituants de l'eau de Javel. Donc ici, on va avoir le chlore qui se relie à l'oxygène. Et donc on a un composé ici porteur de, enfin une espèce porteuse de 6 doublets non liants. Et la charge moins va forcément sur l'oxygène. Alors parfois on peut croiser aussi l'acide hypochlorure à ce moment-là, ClOH. Le nombre d'oxydation de O et de Cl, les nombres d'oxydation de O et de Cl ne varient pas entre les deux espèces. Alors, dernier cas d'ion un petit peu compliqué que vous pouvez croiser. Bon, évidemment, il y a le sodium qui appartient au couple Na plus Na, le magnésium au couple Mg2 plus Mn, et l'ion thiosulfate. Qu'on va croiser de temps en temps en TP, qui appartient au couple ion peroxodisulfate, ion thiosulfate. Donc, ici, thiosulfate, S2O3-. Donc on va avoir un S central où il y a dépassement de l'octet, relié à 3 oxygènes et un autre soufre. Peroxodisulfate, on en met 2 bout à bout.
peroxo. Donc ici, en mettant deux bout à bout, on va les relier via les soufres. Donc on va faire une chaîne de 4 soufres. Et on va terminer les chaînes avec des oxygènes. Donc comme ceci. Donc, voilà quelques molécules, quelques espèces chimiques qu'il est bon de connaître pour ne pas être dérouté quand vous les croisez dans un texte, dans un énoncé, dans un sujet de concours, dans un exercice de colle, etc. Alors, les écritures de demi-équations doivent servir évidemment à une chose, à écrire des équations bilan de réactions chimiques. Donc ici, une réaction d'oxydoréduction a lieu quand au moins un élément chimique voit son nombre d'oxydation varier. À ce moment-là, on va avoir échange d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre. Et une chose importante, les électrons seuls n'existent pas en solution aqueuse. Donc dans l'équation bilan, on veut faire disparaître les électrons. Donc on va combiner les demi-équations électroniques linéairement, de telle sorte que les électrons, échangés dans l'une et dans l'autre, se compensent, qu'on en ait autant d'un côté que de l'autre, pour à la fin les faire disparaître du bilan. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'échange, ça signifie que ni au début ni à la fin, on ne trouve d'électrons dans la solution. Donc, les collisions entre espèces chimiques vont donner lieu aux échanges d'électrons, mais ces échanges vont être très localisés. Alors, ici on va se proposer maintenant d'écrire diverses équations bilan d'oxydoréduction. Donc vous comprenez la méthode. Il va s'agir ici d'écrire les demi-équations redox des deux couples, en identifiant quels sont les réactifs, quels sont les produits pour écrire les demi-équations entre guillemets dans le bon sens, puis les combiner linéairement pour faire entre guillemets disparaître les électrons du bilan. Alors, la réaction entre les ions cuivre 2 et le zinc, on voit comment ça va se passer. On va avoir d'un côté le couple Cu2 plus Cu. Cu2 plus 2E- donne Cu, ok. De l'autre, le couple Zn2 plus Zn. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit les deux demi-équations, entre guillemets, dans le bon sens. Je sais que Cu2 plus réagit avec Zn, solide. Donc j'ai fait en sorte d'écrire Zn du côté des réactifs. Là, je vois que je fais x1 sur les deux demi-équations. Je fais la somme des deux, j'obtiens l'équation bilan. Donc ici, l'équation bilan obtenue, ce sera simplement Cu2 plus Zn solide, qui va donner, alors là, attention, je passe du signe égal à une double flèche. Double flèche, ça a un sens chimique, en tant qu'équation bilan. Le signe égal, par convention, c'est le symbole utilisé dans les demi-équations électroniques qui ne sont pas à proprement parler des équations bilan de réaction chimique. Donc ici, Cu solide plus Zn de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, je vais mettre en évidence l'équation bilan. Eh bien, on peut dire déjà une chose. On peut dire que le cuivre voit son nombre d'oxydation passer de plus 2 à 0. Donc le cuivre eh bien, a vu son nombre d'oxydation baisser au cours de la réaction. Donc le cuivre a été réduit. Il a été réduit par qui? Par le zinc. Le zinc qui voit son nombre d'oxydation passer de 0 à plus 2. Donc l'élément zinc a vu son nombre d'oxydation augmenter. Il a été oxydé. Et donc vous voyez, l'oxydation ici l'a fait passer de l'état solide à l'état sous forme d'ion en solution. Donc souvent l'oxydation des métaux va amener leur corrosion.
sauf si, sur la couche externe du métal, il se forme une fine couche d'oxyde qui le protège des agressions extérieures. Bon, on aura l'occasion de rediscuter de ça plus tard. On peut envisager d'autres exemples d'oxydation. L'oxydation du cuivre par les ions nitrates en milieu acide. Alors, pour ce qui est de la méthode à mettre en place ici, donc on écrit les demi-équations redox. Alors, demi-équation redox pour les deux couples. Alors ici, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, je vais écrire la demi-équation relative à NO3- NO. Donc, j'équilibre les oxygènes avec H2O. J'équilibre H avec H+. J'équilibre les charges avec E-. Je vérifie les nombres d'oxydation. Nombre d'oxydation de N à plus 2 dans NO. Nombre d'oxydation de N tel que nombre d'oxydation de N plus 3 fois moins 2 donne moins 1. Donc ici, moins 1 plus 6 vaut 5. Passage de plus 5 à plus 2 pour l'azote, j'ai bien un échange de 3 électrons. Le compte est bon. Cu solide, Cu2+. Deuxième demi-équation. Cu solide donne Cu2+, plus 2 électrons. Donc là, rapidement, la variation du nombre d'oxydation vaut 2. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais équilibrer les électrons échangés. Il me faut 6 électrons à gauche, 6 électrons à droite. Donc je vais multiplier par 2 la demi-équation du haut. Je vais multiplier par 3 la demi-équation du bas. Je vais donc obtenir ici l'équation bilan. Alors, l'équation bilan, donc 2NO3- plus 8H+, plus 3 fois le cuivre solide, qui va donner, je change par une double flèche le signe égal parce que je passe de demi-équation électronique à une équation bilan, qui va donner 2NO gazeux, plus 4H2O, plus 3 fois Cu2+. Et des deux côtés, on aurait 6 électrons, donc les électrons se simplifient, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas échangés. On a bien 6 électrons échangés ici. Ça veut simplement dire qu'ils ont été échangés au cours de collisions microscopiques et qu'ils n'apparaissent donc pas dans l'équation bilan de la réaction. Alors, petite remarque supplémentaire, je vous ai dit pour l'instant quelque chose qui n'est pas complètement correct au niveau chimique, le fait qu'on allait avoir des ions nitrates en milieu acide. Cet ensemble-là, 8H+, plus 2NO3-, il serait plus juste chimiquement de l'écrire 2HNO3 plus 6H+. Alors, en soi, ça ne change rien du tout à nos affaires en termes d'oxydation et de réduction. Simplement, ici, on fera apparaître non pas les ions nitrates, mais l'acide nitrique. Alors, au passage, on peut noter que cette réaction, c'est une réaction relativement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle libère du monoxyde d'azote. Monoxyde d'azote, composé radicalaire, donc qui va réagir très violemment avec d'autres espèces chimiques. Si ces espèces chimiques, c'est des espèces chimiques contenues dans nos poumons qui constituent notre organisme, eh bien, ça peut très mal se passer pour le manipulateur en question. Alors, autre exemple que l'on peut traiter, oxydation des ions fer2 en ion fer3 par les ions permanganate en milieu acide. Alors là, encore et toujours la même chose, on enfile le bleu de chauffe et
on écrit les demi-équations redox. Alors, il est important de bien s'entraîner à traiter ce type de questions. Très souvent dans les sujets de concours, vous allez avoir des équations bilan à écrire. Si les équations bilan sont bien écrites, la suite du sujet peut se passer correctement. Si vous vous plantez sur l'écriture de l'équation bilan, eh bien, toute la suite est faussée. Et là, le correcteur de concours, avec ses 7 minutes par copie, il fait une seule chose, il met un grand trait rouge, et vous avez 0 à toute la partie. Ce qui est quand même bien dommage. Donc, il faut s'entraîner sur ces questions, entre guillemets, simples, pour éviter les mésaventures, lors de sujets un petit peu plus. Alors, ici, on a le fer 2, Fe2+, qui nous donne du fer 3, Fe3+. Donc là, Fe3+, plus électron donne Fe2+. Jusque-là, tout va bien. Permanganate en milieu acide. Donc ici, oxydation par le permanganate, on va avoir MnO4-, et Mn2+. Alors ça, c'est un couple vraiment classique des équations d'oxydoréduction. Cette demi-équation, vous allez la croiser un grand nombre de fois. Alors ici, on va équilibrer ceci. Alors, si je vous présente la méthode avec nombre d'oxydation, donc on a Mn qui est au nombre d'oxydation plus 2 au sein de Mn2+. Dans MnO4-, on a nombre d'oxydation de Mn moins 8 égale moins 1, donc nombre d'oxydation de Mn qui vaut plus 7. Ici, pour aller de plus 7 à plus 2, j'ai besoin de 5 électrons, logique. Ensuite, j'ai équilibré les charges, j'ai équilibré les nombres d'oxydation grâce aux électrons, je vais équilibrer les charges avec H+. Donc là, j'ai 5 électrons, plus encore un signe moins, donc 6 charges moins pour aller à 2 charges plus. Je vais avoir besoin de 8 H+. 8 H+ ici. Je vais équilibrer H et O avec H2O. 4O, 8H. 4H2O à droite. Donc là, bon, vous voyez, on se sert des nombres d'oxydation non plus comme d'un moyen de vérification, mais comme un moyen d'établissement de la demi-équation. Alors maintenant, il me reste à combiner linéairement les deux demi-équations. Alors, ici, j'ai un seul électron. Ici, j'ai 5 électrons. Donc je vais multiplier par 5 la première et par 1 la seconde. Je vais donc obtenir l'équation bilan. Alors, ici l'équation bilan, donc MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, qui va donner 5 Fe3+, plus Mn2+, plus 4 H2O. Donc là, un exemple très classique. Exemple suivant, oxydation du diiode par lésion bromate en milieu basique. Eh bien ici, on va commencer par établir les demi-équations en milieu acide, trouver l'équation bilan éventuellement en milieu acide, et l'équation bilan par la suite en milieu basique. Alors, on écrit les demi-équations. Redox. Alors, les demi-équations redox. Donc, on va avoir d'un côté le couple IO3- I2. Donc, comme on sait que I2 va jouer le rôle de réactif, on va placer I2 de ce côté-là directement. I2, IO3-.
on sait directement qu'on va mettre un facteur 2 pour équilibrer l'élément iode. Ensuite, on a 2 x 3, 6 oxygènes. On va positionner 6 H2O. 2 x 6, 12. On va positionner 12 H+. Et pour finir, 12 H+, et 2 -, 10 charges plus. Ici, on va positionner 10 électrons pour assurer l'équilibre des charges. Première demi-équation redox. La deuxième demi-équation, donc là, on travaille avec le couple BrO3-, BrO-. Alors, le brome est déjà équilibré. L'oxygène, on a besoin de 2 molécules d'eau pour l'équilibrer entre la gauche et la droite. On va avoir donc besoin de 4 H+, pour équilibrer les hydrogènes. 4 fois plus, une fois moins, il reste 3 charges plus, une charge moins ici. Donc, je vais avoir besoin de rajouter ici, donc on a dit 3 plus pour aller à 1 moins, 4 électrons. J'ai obtenu les deux demi-équations au milieu acide. Alors là, soit je les passe directement en milieu basique et je trouve l'équation bilan, soit je trouve l'équation bilan que je passe par la suite en milieu basique, ça ne change pas grand-chose au final. Alors, petite vérification que l'on peut toujours effectuer. Le nombre d'oxydation de l'iode, 0 dans I2. Dans IO3-, je vais avoir nombre d'oxydation de I, moins 6 égale moins 1. Donc ici, je vais être à plus 5 sur l'iode. Donc de 0 à plus 5, pour 2 éléments iode, je vais avoir besoin de 10 électrons. Alors, pour le brome, BrO3-, BrO-. Alors, BrO-, nombre d'oxydation de Br moins 2 vaut moins 1. Donc ici, moins 1 plus 2, plus 1, me donne le nombre d'oxydation du brome à ce niveau-là. BrO3-, nombre d'oxydation de Br moins 6 égale moins 1. Donc je vais être à plus 5 sur le brome ici. Pour aller de plus 5 à plus 1, j'ai bien besoin d'échanger 4 électrons par élément brome. Donc ce que je vais faire ici, au niveau des multiplications, je pourrais me dire que je multiplie par 10 en bas et par 4 en haut. Mais je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus élégant à faire. Je constate que 5 x 4 vaut 20 et 2 x 10 vaut 20. Donc je vais multiplier simplement par 2 en haut et multiplier un cran plus bas par 5 en bas. À ce moment-là, je vais pouvoir combiner les deux demi-équations pour obtenir l'équation bilan. Alors, ici, l'équation bilan, donc attention pour l'instant, en milieu acide dans la mesure où je fais apparaître H+. 2I2 plus 2 x 6, 12 H2O plus 5 BrO3- plus 5 x 4, 20 H+, qui va donner 2 x 2, 4 IO3-, plus 2 x 12, 24 H+, plus 5 BrO-, plus 10 H2O. Bon, on va simplifier tout ça. 12 H2O, 10 H2O, pouf, il me reste 2 H2O ici. 20 H+, 24 H+, hop, on se débarrasse de tout ça, il va me rester 4 H+ ici. Et donc là, je vais avoir l'équation bilan de la réaction en milieu acide.
Si je veux passer en milieu basique, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir que je fasse intervenir H- et que je fasse disparaître H+. Donc, pour faire disparaître H+, je n'ai pas 36 solutions, je vais recombiner des H+ avec H-. Donc ici, je vais dire que 4H+ plus 4H- donne 4H2O. Les 4H+ ici vont venir se simplifier avec les 4H+ de l'autre côté. Et je vais donc obtenir l'équation bilan en milieu basique. Donc, alors on va tout réécrire. Là, il faut s'armer de patience. 2I2 plus... Alors j'ai les 2 H2O qui vont se simplifier avec les 4 qui sont ici. Donc 2I2 plus 4H- plus 5 BrO3- qui donne 4IO3-, ça va pas bouger, plus alors 4H2O qui se simplifie avec 2 H2O d'ici, plus 2 H2O, plus 5 BrO-. Alors on va quand même vérifier rapidement les charges pour vérifier que ça tient la route. 4 et 5 font 9-, 4 et 5 font 9-. Là on est bon. 2I2, on peut vérifier rapidement pour l'iode. 2I2, 4I, c'est correct aussi. 5 brom ici, 5 brom ici, on est bon. Donc là, on a obtenu l'équation bilan en milieu basique de cette équation donc d'oxydation du diiode par les ions bromates. Et on constate bien, à ce moment-là, qu'au cours de la réaction, eh bien, on aura eu 20 électrons échangés. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 éléments iode qui vont passer du nombre d'oxydation 0 au nombre d'oxydation plus 5, pendant que 5 éléments brome passent du nombre d'oxydation plus 5 au nombre d'oxydation plus 1. Alors, quelques équations d'oxydoréduction un petit peu particulières. On va noter les réactions de dismutation et de médiamutation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Dismutation, médiamutation. La dismutation, ça va apparaître quand une espèce réagit sur elle-même et qu'elle joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur. Alors, à quoi ça peut vous faire penser? Au caractère ampholyte de la molécule d'eau dans les équations acido-basiques. Ici, l'espèce, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais elle va à la fois s'oxyder et se réduire au cours de la réaction. Alors on peut citer un exemple très simple, la dismutation des ions cuivre 1 en cuivre 2 et cuivre métallique. Donc là on va avoir Cu+, plus un électron, qui donne Cu solide. On combine ceci avec Cu+, qui donne Cu2+, plus un électron. On multiplie par 1 ici et là. On va obtenir directement l'équation bilan de Cu+, qui va donner, double flèche ici, Cu2+, plus Cu solide. Donc là, on a obtenu ce qu'on appelle une dismutation. À partir des demi-équations redox. Donc vous voyez ici, l'idée c'est que l'élément cuivre, qui est initialement au nombre d'oxydation de Cu+, au nombre d'oxydation plus 1 à ce niveau-là, va donner du cuivre au nombre d'oxydation plus 2 et au nombre d'oxydation 0. Alors, médiamutation, c'est la réaction opposée.
deux espèces vont réagir ensemble pour former une unique espèce de nombre d'oxydation intermédiaire entre les deux autres. Donc là, on va avoir une médiamutation du fer solide avec les ions fer 3 qui aboutit au fer 2. Alors, ici, le fer donne du fer 2. Comment ça va se passer? Eh bien, on va avoir fer solide qui donne Fe2+, plus 2 électrons. Fe3+, plus 1 électron, qui donne Fe2+. Pour équilibrer tout ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 électrons ici, on multiplie par 2 ici. On a 1 électron ici, on multiplie par 1 ici. Donc l'équation bilan va faire apparaître que 2 Fe3+, plus du fer solide donne 3 Fe de plus. Les éléments fer sont équilibrés et on a bien obtenu un nombre d'oxydation intermédiaire entre le nombre d'oxydation plus 3 de Fe3+, et le nombre d'oxydation 0 du fer solide. Donc là, on a bien obtenu ce qu'on appelle une médiamutation. Alors au passage, on va remarquer que si on inverse les réactifs et les produits, la médiamutation devient une dismutation et inversement. Donc ici, le sens de lecture va nous imposer le nom de la réaction. Dernier exemple, que je vais vous laisser traiter par vous-même. Médiamutation des ions permanganate avec les ions manganèse, qui aboutit à la formation de dioxyde de manganèse, MnO2. Alors là, ce que je vais me contenter de faire, je vais me contenter de vous donner l'équation bilan obtenue au final. Donc je vais me contenter de vous donner 2 MnO4- plus 3 Mn2+, plus 2H2O, qui va donner 5 MnO2, solide, plus 4H+. Alors, ici on a un solide de couleur marron. Si vous vous rappelez des TP qui utilisaient le permanganate au contact de dioxygène de l'air, souvent la verrerie passait d'une belle teinte violette en début de TP à une couleur un petit peu marron qui donnait un dépôt sur la verrerie assez dur à nettoyer. Et bien le dépôt sur la verrerie, c'est ce solide, le dioxyde de manganèse, MnO2. Alors là, donc je vous laisse ici réfléchir un petit peu à la question, donc à la manière d'équilibrer cette équation bilan pour obtenir cette équation de médiamutation. Et là, encore une fois, vous voyez bien une chose, vous voyez bien que si on inverse le sens d'écriture, eh bien on aurait obtenu, si on inversait le sens d'écriture, on aurait obtenu une dismutation. Et je vous laisse vérifier aussi une chose, je vous laisse vérifier que le nombre d'oxydation obtenu ici est bien un nombre d'oxydation intermédiaire entre celui de MnO4, de Mn dans MnO4- et de Mn dans Mn2+. Après cette vidéo un petit peu longue, parce que le nombre d'exemples est très élevé, vous voyez c'est un peu répétitif parfois, je vais vous laisser donc vous entraîner. Alors la bonne méthode ici c'est de refaire tous les exemples du cours, jusqu'à ce que les écritures de demi-équations, d'équations bilan deviennent quasiment automatiques. Alors pourquoi c'est essentiel? Parce que ces questions-là vont être les questions de démarrage de tous les sujets traitant d'oxydoréduction. Donc si vous savez les faire correctement, vous allez engranger les points tranquillement, vous allez surtout, pendant ce temps-là, eh bien, vous reposer un peu pendant le sujet de concours. C'est des questions finalement assez automatiques, il n'y a pas beaucoup de technicité ou de réflexion. Derrière, vous allez avoir plus de temps
pour traiter les questions plus techniques qui vont venir dans la suite du sujet. Je vous laisse poser vos questions dans les commentaires et je vous dis la suite au prochain épisode.